Vrai ou faux? Bonjour à tous, ici Dr Nozman et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Vrai ou faux consacré aux produits alimentaires. J'aimerais vous rappeler qu'une nouvelle chaîne est totalement disponible pour ce lieu, pour le biome. D'ailleurs, la chaîne s'appelle Le Biome. Donc allez bombarder d'abonnements cette chaîne YouTube. Merci à tous pour ceux qui sont déjà là, qui commentent un petit peu les vidéos qui sont sorties. Il y a déjà quelques vidéos dessus. Voilà, Le Biome sur YouTube. Merci à tous pour les futurs abonnements. Je vous aime. Voici vos commentaires. Pourquoi les haricots blancs, mojettes, font péter? Très bonne question pour démarrer ce Vrai ou faux. On attaque vraiment fort. Bon, on va pas se mentir, certains aliments donnent clairement plus de gaz que d'autres. C'est vrai, ça, c'est sûr. Mais pourquoi? Déjà, faut savoir que si nous avons des gaz, c'est à cause des petites bactéries sympas qui vivent dans notre intestin, la flore intestinale. Lorsque nous digérons nos aliments, une bonne partie des nutriments passent sans trop de problème la paroi intestinale avant d'atterrir dans notre sang. Mais une autre partie de ces nutriments, trop gros ou trop indigestes, n'arrive pas à traverser cette paroi. C'est là qu'interviennent les bactéries peuplant notre intestin. Elles vont transformer ces substances indigestes en nutriments utiles pour notre corps. Sauf qu'en faisant ça, elles libèrent du gaz en fait. Et forcément, plus ces bactéries ont de boulot, plus elles vont libérer des gaz. Certains aliments possèdent des composants plus indigestes que d'autres, comme certains sucres, le fructose ou les oligo-arachides par exemple, présents dans des aliments comme les flageolets, le chou, les pommes, etc. En ingérant ces aliments, les bactéries formant notre flore intestinale se retrouvent à bosser comme des petits ouvriers dans une usine à gaz, littéralement. Par contre, niveau odeur horrible, ce sont bien souvent les aliments carnés qui sont les pire, les viandes quoi. Et ça parce que les gaz qu'ils produisent lors de la fermentation bactérienne regorgent de sulfure d'hydrogène, un gaz qui pue l'œuf pourri. Sympa, enfin tout ça c'est naturel au final. Mais dans cet épisode on va aussi s'intéresser à des trucs qui le sont un petit peu moins. Vrai ou faux, un aliment se conserve longtemps après la date de péremption? Ça c'est une superbe question. Et compliqué en fait d'y répondre vrai ou faux, puisque ça dépend bien évidemment de l'aliment concerné déjà. Il faut tout d'abord distinguer deux choses, la DDM et la DLC. Autrement dit la date de durabilité minimale et la date limite de consommation. La DLC indique véritablement la date maximale à laquelle un aliment peut être consommé. Le nom est quand même assez parlant quoi, DLC, date limite de consommation, bon voilà. Au-delà de cette date, si vous essayez quand même de manger ce produit concerné, ça peut vraiment comporter des risques pour la santé. Et en ce qui concerne la DDM, c'est différent. Si l'aliment est bien conservé, vous pouvez le consommer bien après la date de durabilité minimale. C'est notamment le cas pour un exemple assez connu, le miel. Celui-ci est en effet quasiment impérissable. Les archéologues en ont même retrouvé dans les pyramides d'Égypte, toujours consommable après plus de 3000 ans passés à l'ombre. L'absence d'eau ainsi que la présence de composants naturels empêchant le développement des bactéries permet au miel de ne jamais moisir. À part le miel, on retrouve pas mal de produits de la vie de tous les jours qui peuvent être consommés largement après la DDM. Le chocolat par exemple peut être mangé 2 ans après la DDM. Les boîtes de conserve, les surgelées aussi, à condition de ne jamais les avoir décongelées. Les épices qui ne se périment jamais, tout comme le sucre, etc. Mais à part le miel qui fait son truc solo dans son coin, la plupart des aliments transformés comprennent actuellement des conservateurs pour mieux les conserver. Justement, en parlant de ça, j'ai mon détecteur à commentaires qui s'affole. Quand j'étais petit, je pensais que E40, E261 étaient les autoroutes qui avaient emprunté l'aliment. Tu vois, j'avais senti que ton commentaire serait pertinent. C'est vrai que derrière les emballages, on retrouve souvent un bon paquet de messages cryptés un peu. Je vais t'aider à y voir plus clair puisque évidemment non, il ne s'agit pas des autoroutes, mais d'additifs alimentaires. Le règlement européen définit les additifs de cette manière. On entend par additif alimentaire toute substance habituellement non consommée comme aliment en soi et non utilisée comme ingrédient caractéristique dans l'alimentation, possédant ou non une valeur nutritive et dont l'adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires dans un but technologique au stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage a pour effet ou peut raisonnablement être estimé avoir pour effet qu'elles deviennent elles-mêmes ou que ces dérivés deviennent directement ou indirectement un composant de ces denrées alimentaires. C'est un peu compliqué quand même tout ça, c'est hyper long. Mais en gros, ça veut dire qu'un additif, c'est un truc ajouté dans la bouffe, mais qui n'est pas de la bouffe. Dans l'Union européenne, les additifs alimentaires autorisés commencent toujours par la lettre E, suivi d'un nombre. De E100 à E199, on retrouve les colorants, qui, comme leur nom l'indique, sont chargés de donner une couleur spécifique à l'aliment concerné. De E200 à E299, ce sont les conservateurs. Et eux, ils conservent. À partir de E300, on a les antioxydants. Il y en a par exemple parfois sur les fruits pour les empêcher de devenir foncés à l'air libre. À partir de E400, ce sont les agents de texture. Ceux-ci vont donner leur aspect à certains aliments. Et enfin, à partir de E600, on a les exhausteurs de goût. Eux sont chargés d'intensifier le goût d'un produit. Ça peut faire un petit peu flipper toute cette liste de E machin là, mais au final, bon nombre d'entre eux sont d'origine naturelle. Les colorants E160A par exemple sont issus de végétaux. Ce sont ce qu'on appelle les bêta-carotènes. Mais attention, si tout ce qui est synthétique n'est pas forcément dangereux, tout ce qui est naturel n'est pas forcément sain. Tout est une question de dosage. La dose maximale autorisée concernant le E160A par exemple est de
5 mg par kilo. Au-delà, ce colorant peut favoriser le cancer du poumon et de l'intestin. Alimentaire, mon cher Watson. Oula, ça part sur un jeu de mots un peu littéraire, là, ça me plaît. Mais est-ce que tu sais que Sir Arthur Conan Doyle, à part écrire des romans, était surtout un grand fan de pâtisserie maghrébine? En effet, il n'arrivait pas à se passer de ses Sherlock Holmes. Ouais, pas sûr de la garder, celle-là. Pas sûr de la garder, celle-là. Au temps de la préhistoire, l'alimentation était plus équilibrée que maintenant. C'est vrai qu'on pointe beaucoup du doigt notre alimentation et ses dérives, maladies cardiovasculaires, obésité, cancer, diabète. Si la génétique joue un rôle là-dedans, l'alimentation tient une place importante dans la liste des facteurs environnementaux au cœur du problème. Pour contrer tout ça, on entend souvent parler de nouveaux régimes révolutionnaires, et là je vais vous parler de l'un d'eux qui est de plus en plus populaire, le régime paléolithique. Souvent surnommé régime paléo, ce régime veut s'imposer comme un véritable retour aux sources. Des fruits, des légumes, des graines, beaucoup de viande maigre, de poissons et d'œufs. Et c'est tout. Pas de produits laitiers, pas de céréales ou de légumineuses comme les haricots ou les lentilles, ainsi que leurs dérivés, bière, huile, etc. Ces derniers étant apparus dans l'alimentation au néolithique, lors de la révolution agricole il y a environ 10 000 ans, d'après les adeptes du régime paléo, le génome humain n'aurait pas suffisamment évolué pour s'adapter à la transition nutritionnelle imposée par ce changement radical de mode de vie à l'époque. Ouais, parce qu'il faut savoir quand même que si les hommes de la préhistoire avaient une espérance de vie en carton à cause de tout un tas d'autres facteurs, l'étude des dents de Cro-Magnon et de Néandertal a démontré que leur état de santé était en général très convenable. Pas vraiment de malnutrition ni même de carie. Du coup, dit comme ça a l'air vraiment pas mal ce régime paléo. Bah oui et non en fait. Premièrement, il se base sur une interprétation assez large de ce qu'était véritablement le régime paléolithique. Cette période s'étant étirée sur 3 millions d'années, il existait vraisemblablement un bon paquet de régimes alimentaires différents en fonction des périodes et des zones géographiques. Mais bon, là on pinaille hein. Ouais, je me suis pété un truc en plein milieu de vidéo. Vraiment. Un régime se basant sur beaucoup de fruits et de légumes, c'est quand même pas mal. Là où c'est plus compliqué, c'est au niveau de la viande. Ce régime comprend la consommation de protéines à hauteur de 35% de l'alimentation par jour maximum. Or, les recommandations sont de 12% max. Ouais, ça fait quand même consommer jusqu'au triple de la dose recommandée. Le truc, c'est que la viande consommée à l'époque du paléolithique et la viande consommée maintenant, c'est pas vraiment la même chose. Le gibier est bien moins gras que les animaux d'élevage, et c'est encore le cas à l'heure actuelle. Un poulet est 3 fois plus gras qu'une perdrix, et le bœuf est 25 fois plus gras que le chevreuil. L'alimentation des hommes de la préhistoire était surtout adaptée à leurs besoins. T'as pas besoin de manger 3 tonnes de protéines par jour si tu passes ta journée assis devant ton ordi, et pas à courir dans les plaines après du gibier. Plutôt que de trouver des régimes claqués à droite à gauche, le mieux, c'est quand même de manger équilibré quoi. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie, vrai ou faux? C'est vrai qu'on nous a pas mal bourré le crâne pendant des années avec ce slogan, des décennies même. Et pourtant, est-ce que les produits laitiers sont réellement nos amis? Ou bien est-ce que tout ça n'est juste qu'une grosse campagne de pub au final? En fait, le problème, et c'est un petit peu ironique, c'est que ma réponse à ton commentaire se trouve dans le slogan des produits laitiers. C'est faux, les produits laitiers ne sont pas nos amis pour la vie, mais ils peuvent l'être un petit peu au début quand même. Je vais vous expliquer. Dans les années 1950, le lait était déjà distribué dans les écoles via une initiative de Pierre Mendès France, afin de lutter contre la dénutrition chez les enfants. Parce que c'est vrai que le lait a quand même de bons avantages, riche en protéines et riche en vitamines, mais surtout en calcium. Et le calcium, c'est a priori bien pratique puisque ça vient renforcer nos os. Et pour les enfants en pleine croissance, bah, c'est quand même pas mal comme truc. Seulement voilà, le calcium, on en trouve dans pas mal d'autres trucs, dans les brocolis, dans les sardines, dans le tofu, dans les amandes, dans les épinards, etc. L'apport moyen recommandé en calcium par jour est de 700 mg. 100 g de lait contiennent en moyenne 120 mg de calcium, alors que la même quantité de sardines en contient 600 mg, soit près de 6 fois plus. Sachant que c'est l'argument majeur de la communication autour du lait. Voilà quoi. Et encore, les bienfaits du calcium durant la croissance sont souvent remis en question, pouvant potentiellement favoriser une croissance trop rapide, donnant au final des os plus longs et plus fragiles. Au-delà du débat du calcium et de ses bienfaits, le lactose présent dans le lait perturbe la digestion de près de la moitié des Français. Les adultes notamment. Désolé, je bouge surtout qu'un bras parce que l'autre j'ai mal quoi. Les adultes donc, sans forcément être intolérants au lactose, ne le digèrent pas bien. Et ça pour une bonne raison. Le lactose est normalement assimilé via une enzyme, la lactase, qui va couper ce glucide afin de la rendre digérable. Or, cette enzyme est à son taux maximal à notre naissance, afin de progressivement décliner durant notre croissance. Chez les adultes, elle n'atteint que 5 à 10% de sa valeur initiale. Le lactose arrive donc bien souvent intact dans le gros intestin, où il sera alors décomposé en acide et en gaz via les entérobactéries qui s'y trouvent. Et ça peut provoquer des maux de ventre, des ballonnements, des diarrhées aussi. On y est tous plus ou moins sensibles d'un individu à l'autre, avec, dans les cas les plus extrêmes, une réelle intolérance au lactose. Est-ce qu'on est vraiment censé consommer du lait de vache en tant qu'humain? Bah, pour beaucoup de gens, leur propre organisme leur signifie que c'est pas forcément ouf comme idée quoi. Du coup, vous faites ce que vous voulez au final, mais méfiez-vous quand même un petit peu des campagnes de pub déguisées en conseils alimentaires quoi. Voilà. Dr Nozman est homme en chocolat. Non,
Très souvent, le fromage utilisé sur les pizzas industrielles est en fait une algue qui a un peu la même texture. Alors, s'il n'est pas vraiment question d'algues, le fromage qui se trouve sur les pizzas industrielles n'est effectivement bien souvent pas du vrai fromage, ou en tout cas pas à 100%. Certaines pizzas comprennent un fromage composé à 50% de mozzarella et à 50% de substituts. Substituts créés à partir d'amidon, de gélifiant et d'épaississant. Miam, hein, ça donne envie. Non, c'est faux. C'est obligatoire légalement de l'indiquer sur l'emballage, alors n'hésitez pas du coup à regarder un petit peu la composition de vos pizzas quand vous faites vos courses. Vous pourriez avoir des petites surprises. S'il est indiqué lactosérum, carragénane ou amidon de pommes de terre, ça veut dire que votre pizza comprend du fromage de synthèse. Il n'y a pas que le fromage dont il faut se méfier. Beaucoup de pizzas industrielles comprennent du jambon au polyphosphate, des conservateurs permettant au jambon de ne pas se dessécher lors de la cuisson au four. Donc c'est cool, hein, le jambon n'est pas sec, sauf que les polyphosphates peuvent entraîner des troubles d'hyperactivité chez l'enfant et rendre difficile l'absorption par l'organisme de minéraux essentiels. En plus, comme les polyphosphates gardent l'humidité du jambon, on peut y rajouter de la flotte du coup. Et qui dit plus d'eau dans le jambon, dit plus de poids, et donc plus d'argent à se faire. C'est vraiment sympa les additifs. Hein. Le mieux, c'est encore de manger des bonnes pizzas faites maison, tu vois, avec des bons ingrédients et tout, là, c'est trop bon ça. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Vrai ou Faux, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un max de facts pour le prochain épisode qui portera sur ce thème, les troubles mentaux. Merci à tous, petit like si vous avez apprécié, vous pouvez cliquer juste ici pour vous abonner, et quant à moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine car la science n'attend pas. Salut!